On de Latte raconte. Christophe Ondelatte. L'histoire criminelle que je vais vous raconter est passionnante parce que elle appartient à une catégorie de crimes à laquelle il est assez facile de s'identifier. Est-ce que moi, je pourrais tuer pour ces raisons-là? Il s'agit de l'enquête sur le meurtre en 2017 à Lagarde dans le Var d'un ancien policier nommé Gérard Pardiès. Je la débrieferai avec l'avocat de l'accusé, maître Bertrand Pin du barreau de Toulon. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Nous voilà au matin du 1er janvier 2017 à Lagarde dans le Var. Un matin de gueule de bois, forcément. Après une nuit de réveillon bien arrosée, la ville émerge lentement de son sommeil. Dans le quartier des Figuerets, une habitante est déjà debout. Elle descend à sa voiture et devant la porte d'un box, elle s'arrête devant une grande flaque rouge. Et je vous jure qu'elle aurait préféré que ce soit une tache de peinture ou une bouteille de vin cassée. Mais elle voit bien que c'est du sang. Une mare de sang d'environ 90 cm de long et 30 cm de large. Et quelqu'un a marché dedans parce qu'on peut suivre les traces de pas jusqu'à l'entrée de l'immeuble. Et une fois la porte ouverte, on peut les suivre aussi dans l'escalier. Elle s'arrête devant un appartement, l'appartement de Monsieur Koch. Et la dame sait très bien qui c'est, comme tout le monde d'ailleurs dans l'immeuble. Il est flic, Monsieur Koch. Il est brigadier au commissariat de Lagarde. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle appelle ses collègues au commissariat. Ah, je suis sûr que c'est du sarin. Le lendemain de réveillon, vous êtes certain que c'est pas du vin rouge? Ah oui, sûr et certaine. Et il y a des traces qui vont jusque devant la porte de votre collègue, Monsieur Koch. Entendu, vous ne bougez pas, on arrive. Autant vous dire qu'il débarque dans la minute. Venez, c'est par là. Ah oui, vous avez raison. Oh putain, c'est bien du sang. Et là, regarde, je dirais bien que c'est des fragments d'os, non? Et là, peut-être même des dents. Et ça, là, c'est pas des lambeaux de chair. Mais c'est quoi, ce truc? Et à leur tour, ils suivent les traces de pas jusqu'à la porte de leur collègue, le brigadier Koch. La trouille au ventre. Parce qu'ils se disent, c'est lui, le sang en bas. Le sang, les morceaux de dents, les bouts de chair, c'est lui. Ils sonnent. Et là, le brigadier Koch leur ouvre la porte. Ouf! Eh bien, j'ai terminé mon service à 5 heures. Et quand je suis rentré, j'ai dû marcher dedans, quoi. Ok. Le brigadier Koch est vivant. Mais ce sang, à qui est-il? Les policiers vont toquer chez les voisins. La plupart ont passé le réveillon ailleurs, et les autres n'ont rien vu et rien entendu. Bon, ben voilà, quoi. Il y a du sang devant un garage. C'est peut-être le sang d'une bête. Un habitant de l'immeuble qui a ramené du gibier. Il aurait pu nettoyer quand même, hein? En rentrant, les policiers tapent leur rapport, routine. Ils ont pris des photos où ils les joignent au dossier. Et hop, sur le tas des dossiers pas graves, ceux qu'on garde sous le coude au cas où, sans illusion. Et maintenant, au suivant. À 5 heures, le brigadier Koch prend son service de nuit. Et là, son chef de service passe une tête. Il n'est pas au courant pour la flaque de sang. Et dis donc, Jean, on a eu un monsieur tout à l'heure, là, il est venu signaler la disparition de son beau-frère. Et alors, figure-toi que l'individu habite dans ton immeuble. Ah bon? Et comment il s'appelle? Pardiès. Pardiès, Gérard, tu le connais? Si, je le connais. Et de un, c'est mon voisin, de deux, c'est un retraité de la police, figure-toi. C'est un type qui a dans les 70, plutôt 80 ans, et qui vit seul. Eh ben dis donc, il n'y a que des poulets dans ton immeuble. Et là,
dans la tête du brigadier Coq, ça fait tilt. Et si c'était lui, la flaque de sang, le box où Gérard Pardiès gare son vélo et pile devant, ça sent pas bon du tout. Et qu'est-ce qu'il a dit, le beau-frère qui est venu signaler sa disparition? Eh bien qu'ils n'ont plus de nouvelles de lui depuis hier soir. Il est passé chez lui et sa femme boire une coupe de champagne pour la nouvelle année. Ils disent qu'il est parti vers 9h du soir sur son vélo, que normalement, c'est ce qu'il fait d'habitude, il aurait dû les appeler en arrivant. Bon, vu son âge, 77 ans, c'est normal. Hein, et qu'il les a pas appelés. Alors ils sont allés sonner chez lui et il n'était pas là, quoi. Voilà. Un ancien flic qui disparaît, je peux vous dire que ça ne traîne pas. Le procureur ouvre une enquête préliminaire pour disparition inquiétante. Et les experts de la police scientifique débarquent illico au pied de la flaque de sang. Bon, c'est du sang, ça c'est sûr. Alors est-ce que c'est du sang humain? Ça pour l'instant, je sais pas. On va envoyer tout ça au labo et on aura vite la réponse. Hein. Et le labo répond que c'est du sang humain. Et que vu les débris d'os dedans, ça peut pas être un accident de vélo. On l'a frappé, le gars. On lui a démonté la tête. Alors est-ce que c'est Gérard Pardiès? Pour l'instant, les policiers n'ont aucune certitude. Alors ils forcent la porte de son appartement. Le lit n'est pas défait. Et à part ça, rien d'anormal. Pas de traces d'effraction, pas de traces de lutte. Il n'est jamais rentré chez lui, Pardiès. Tu sais s'il a un téléphone portable? Et d'après le beau-frère, oui. Bon, écoute, on va essayer de le tracer depuis son départ de chez eux, à 9h du soir. Hein. Et c'est parti pour l'examen de la téléphonie. Le temps de saisir son opérateur de portable, la fadette tombe. Bon, son téléphone borne pour la dernière fois à 21h26 le soir du 31 décembre. Donc, il est à quelques centaines de mètres chez lui. Il est arrivé donc quelque chose juste avant qu'il rentre chez lui. Ça explique qu'il n'ait pas appelé son beau-frère et ça explique que le lit soit pas défait. Et là, ça fait retilt dans la tête du brigadier Coq. 9h26, c'est à peu près l'heure à laquelle il est passé chez lui hier soir avant d'aller prendre son service. Et je me souviens qu'il y avait un gonze. Il avait pris ma place de parking. Et le type était dedans, un costaud. Bon, un soir de réveillon, j'ai pas voulu faire d'histoire, tu comprends, mais si ça se trouve, ça a un rapport avec notre affaire, non? Ah bah oui, si ça se trouve. Et tu te souviens de la marque de la voiture? Une voiture grise, ça c'est sûr. Je dirais une Peugeot 405. Sans certitude, mais bon, je pencherai quand même pour une Peugeot 405. Donc, peut-être une 405 grise, et dedans un type costaud. C'est mieux que rien, mais ça ne fait pas beaucoup avancer le schmilblick. Soyons clairs, maintenant on cherche un cadavre. Le cadavre de ce pauvre Gérard Pardiès. Le journal Var Matin publie un long article sur sa disparition. Et dans la foulée, les gens veulent aider. Parce que il faut dire qu'à la garde, presque tout le monde le connaît, Gérard. Le vieux monsieur à vélo, tout le monde l'a vu passer. Alors on organise une battue. Mais on ne trouve rien. Pas de cadavre, pas de vélo abandonné. C'est alors qu'un homme se présente au commissariat. C'était pour vous dire que dans la rue, j'ai vu une bagnole et il y avait du sang partout, des traces de choc. Alors je me suis dit que dans l'affaire que vous avez là, de ce policier disparu, ça peut peut-être vous intéresser. Et tenez, là j'ai pris le numéro d'immatriculation. Bon ça patauge sec. Alors allons voir s'il n'y a pas quelque chose à gratter du côté de la vie
de Gérard Pardiès. D'abord, les gens de la garde disent qu'il était très seul. Oh, c'était quelqu'un de très solitaire. J'ai jamais vu quelqu'un aller chez lui. Je crois même qu'il n'avait pas d'amis. Hein. Et vous savez s'il a une famille? Ah oui, oui, je crois. Je crois qu'il a 3 enfants, une fille et 2 garçons, je crois. Mais il venait jamais les voir. Hein. Et il a une femme. Sa femme est morte, je crois, il y a quelques années. Trois enfants. Ah ben voyons sur le relevé de Gérard, si faute de venir le voir, il l'appelle au moins au téléphone de temps en temps. Eh ben non. Enfin si, un coup de fil par-ci par-là de sa fille, mais rien de régulier. Donc, il y a un blême avec les enfants. Bon, écoute, j'ai les coordonnées de sa fille, eh bien on va la convoquer, pour essayer de comprendre pourquoi elle appelle pas son vieux papa. La fille est convoquée à la sûreté de Toulon. Pourquoi je vois pas beaucoup mon père? Mais parce qu'il est invivable. Et depuis toujours. Il a battu notre mère, il a battu mes 2 frères, c'était encore pire que ma mère. D'ailleurs, il ne le voit plus. Hein. Moi déjà, je le vois pas beaucoup, mais eux, ça fait au moins 20 ans qu'ils l'ont pas vu. Hein. Et pour vous dire, vu ce qu'ils ont encaissé, les gamins, eh bien, je les comprends. Ah oui, je les comprends. Hein. Frédéric, une fois, il s'est même battu avec lui. On n'a pas eu une vie facile, vous savez. Eh ben voilà un fil à tirer. L'un des 2 fils ou les 2 ensemble qui soldent leur compte avec leur père. Les 2 fils de Gérard s'appellent Philippe et Frédéric. Ils ont tous les 2 la quarantaine. Commençons par Philippe. Bon, eh bien, figure-toi qu'il est dans une clinique psychiatrique, le gosse. Ah, intéressant. Et il peut en sortir de cette clinique? En principe, non. Même s'il n'est pas dans une unité fermée. Mais bon, il a pu avoir une autorisation de sortie. Hein. Eh bien, on va vérifier. Hein. S'il en a eu une le 31 décembre au soir. Hein. Réponse du psychiatre qui s'occupe de lui. Oui, il a droit à des permissions de sortie, mais non, il n'en a pas eu le soir du 31 décembre. Et donc, a priori, c'est pas lui. Alors, si ça n'est pas lui, c'est donc son frère, Frédéric. Lui, il est garde forestier, mais actuellement, il est au chômage. Il habite dans un foyer à Bormes-les-Mimosas, pas loin. Frédéric, c'est lui qui, d'après sa sœur, s'est battu avec son père il y a 20 ans. Et dis donc, on a dû le croiser, celui-là, parce que figure-toi qu'il a participé au battu. Au battu? Pour retrouver un père qu'il n'avait pas vu depuis 20 ans, et qui détestait. Sans surprise donc, Frédéric Pardiès se retrouve face aux policiers. Il confirme qu'il a coupé les ponts avec son père depuis 20 ans. Et il raconte tout ce qu'il a subi. Et les flics lui posent la question qui tue. « Et vous avez fait quoi le soir du réveillon, monsieur ?»« Rien du tout. Je suis pas très réveillon. Hein. Vous savez, je suis resté chez moi, quoi, tout seul, à mon foyer. Étant moi-même pas très réveillon, je vous interdis de tirer la moindre conclusion de ce boycott des cotillons. À part ça, vous n'auriez pas vous-même, ou peut-être dans votre entourage, hein, une 405 Peugeot grise? Ah non, non. Moi, je roule qu'en scooter. J'ai pas de voiture. Ah bah voilà, elle ne mène à rien, cette piste des enfants. Philippe a passé la nuit dans son lit à la clinique psychiatrique. Et Frédéric, qui n'aime pas les réveillons, et on le comprend, est resté chez lui et n'a pas de 405. Retour à la case, 0 piste et 0 cadavre. Ne l'oublions pas. Et c'est là que dans la tête du brigadier Coq, décidément cette enquête lui doit beaucoup, ça fait tilt. Et bien comme on était policiers, tous les 2, lui à la retraite et moi en activité, au même grade en plus, il était brigadier comme moi, on me parlait de temps en temps. Et là je réalise qu'un jour, il m'a dit qu'il avait quitté la maison avant la retraite. Ça m'a toujours un peu intrigué, ça.
Et tu lui as demandé pourquoi? Non, non, il avait pas l'air de vouloir en parler. Bon, moi j'ai respecté. Hein. Faut qu'on se renseigne là-dessus. Tu sais ce qu'il faisait dans la maison? À ma connaissance, il était à la circulation. Hein. Et donc les collègues se renseignent et ils découvrent que le brigadier Pardiès n'a pas quitté la police. Il s'est fait radier. Une bavure peut-être? Pas du tout. Il s'est fait radier parce qu'il était ripou de chez ripou. Et d'ailleurs il a fini au Newf. Un flic. Bon alors j'ai feuilleté son dossier, c'est pas d'hier. Hein. Ça remonte à 1973. On a découvert à l'époque qu'il était à la tête d'un gang de bracos. Une bande qui a commis au moins 7 braquages entre 71 et 73, essentiellement sur la Côte d'Azur. Et d'ailleurs, il n'était pas le seul poulet de la bande. Et puis il y avait aussi ses 2 frères dans le coup. Et là, les policiers de la Sûreté de Toulon ressortent les vieux dossiers. Au début des années 70, il n'y avait pas de sas de sécurité dans les banques. Alors voilà comment ils procédaient. Ils commençaient par se grimer. Perruque, lunettes à grosse monture et bonnet marin. Et ensuite, Pardiès rentrait dans la banque. Bonjour. Je voudrais ouvrir un compte d'épargne, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bien entendu. Alors pour commencer, il faudrait que vous me remplissiez ce formulaire. Tenez. Prenez votre temps. Et là, un deuxième membre du commando rentrait à son tour dans la banque. Bonjour. Je voudrais ouvrir un compte épargne, s'il vous plaît. Et là, idem, le guichetier lui tendait un formulaire. Et comme le comptoir devant le guichet était pris par le premier, le caissier était obligé de se déplacer. Pas beaucoup, hein, 1 mètre ou 2. Mais suffisamment pour s'éloigner de la pédale d'alarme. Et là, badaboum, Pardiès sortait son pistolet de service, haut les mains, peau de lapin, la caisse est vide. Bon, en général, ça se passait le samedi. À l'époque, Pardiès travaillait à Paris. Et le dimanche, il prenait l'avion pour Paris, et le lendemain, il prenait son service dans son commissariat. Et comment il s'est fait pincer, Pardiès? Eh bien, c'est l'un de ses frères qui a déconné. Donc avec l'argent, il a commencé à faire le beau, à s'acheter de belles voitures, à dépenser beaucoup d'argent dans les restaurants, tout ça. Il avait un train de vie très au-dessus de ses moyens. Ça a fini par attirer la suspicion des collègues de l'époque, quoi. Alors ils sont allés chez lui, ils sont tombés sur les perruques, les lunettes de soleil et les bonnets décrits par les témoins des 7 braquages, et dont le frère a été arrêté, et dans la foulée tous les autres, dont Gérard Pardiès. Et il a pris combien Pardiès pour ça? Il a pris 8 ans de tôle. Et on a récupéré le magot à l'époque. Il était de combien d'ailleurs ce magot? Non, on n'a rien récupéré. Il y en avait pour 1 300 000 francs de l'époque. C'était beaucoup, ouais, à l'époque. Vous voyez la piste qui se dessine lentement mais sûrement? Pardiès a gardé l'argent. 40 ans plus tard, ses complices viennent récupérer leur pognon, ça dégénère, et ils le zigouillent. Bon, entre nous, c'est une piste un peu moisie, parce que pourquoi est-ce qu'ils auraient attendu 40 ans? Mais bon, les policiers de Toulon prennent la liste de ses complices de l'époque, et ils se lancent à leur recherche, pour constater que la plupart sont morts. Morts et enterrés. Rien à gratter de ce côté-là. La piste des vieux bracos se referme. À partir de là, les flics en reviennent au fils, Frédéric. Celui qui, la nuit du crime, enfin, du probable crime, dit qu'il a passé la nuit de la Saint-Sylvestre chez lui. Et ils s'aperçoivent que quelques mois plus tôt, Frédéric Pardiès a déposé une plainte pour le vol de son ordinateur. Bon alors, j'ai la plainte sous les yeux, et alors c'est bougrement intéressant parce que il a dit que l'ordinateur en question était dans la voiture d'un ami. Et je te le donne en mille, quelle était la marque de la voiture? Une Peugeot 405? Exactement.
5 jours après la disparition sanglante du brigadier Pardiès, les policiers déboulent dans le foyer où vit le fiston, à Bormes-les-Mimosas. Enfin, où il vivait. Ah mais il est parti, monsieur Pardiès. Il a déménagé tout son studio. Et il vous a dit pourquoi? Il nous a dit qu'il en avait marre et qu'il avait décidé d'aller vivre à l'étranger. C'est tout ce qu'il nous a dit. À l'étranger? Nom de Dieu, il s'est barré. Eh ben non, pas encore. Pile à ce moment-là, les policiers le voient débarquer en scooter devant le foyer. Sourire aux lèvres. Il est venu dire au revoir à ses copains. Le con. Bim bam boum, le voilà avec les menottes. Dites-moi, monsieur Pardiès, vous nous avez jamais dit que vous aviez l'habitude de vous servir d'une 405 Peugeot qui appartient à l'un de vos copains. Moi, c'est parce que je m'en sers très peu. Ça m'est totalement sorti de la tête. Elle est où cette 405, monsieur Pardiès? Suivez-moi, je vais vous la montrer. Et là, Frédéric Pardiès les amène devant une vieille caisse, garée juste à côté. Mais c'est une épave, ça, monsieur Pardiès. Et regardez, les pneus sont à plat. Vous êtes en train de nous balader, monsieur Pardiès. Nous, ce qu'on cherche, c'est une voiture qui roule. Bon, d'accord. J'en ai une autre là-bas, sur le parking. Et là, il est conduit devant une Peugeot 405 grise rutilante. Carrosserie impeccable. On dirait qu'elle est neuve, alors qu'elle a au moins 30 ans. Les policiers lui demandent de l'ouvrir. Dites-moi, monsieur Pardiès, et le sang l'eau de Javel, votre 405, vous l'avez nettoyé? Ah bah oui, c'est normal, hein. Mon pote me la prête. Par gentillesse, je le lui ai lavé. Bien sûr. La suite, vous vous en doutez, les policiers de la scientifique débarquent et pchit, 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 ils pulvérisent du luminol dans la caisse. Et ben voilà. Il y a des traces de sang dans cette voiture, monsieur Pardiès. Comment vous expliquez ça? Il ne l'explique pas. Et il a l'air bien embarrassé. Reste à savoir si le sang en question est celui de son papa. La question, elle est vite répondue. Bon, on a procédé à des comparaisons génétiques, hein. Aucun doute, il s'agit bien du sang de Pardiès-Gérard. Le fiston a tué son daron et transporté son cadavre dans la 405. Il ne peut plus nier. Il est coincé. Ok, je vais tout vous raconter. Mais je veux que vous soyez là, tous. Tous autour de moi, tous les policiers. Je veux que tout le monde entende ce que j'ai à dire. Étrange requête. Mais bon, si c'est pour des aveux, tous les enquêteurs de la sûreté débarquent dans le Burlingue. Et il avoue, en larmes. Oui, je l'ai tué. Si vous saviez ce qu'a été ma vie avec lui, il m'a pourri toute mon enfance. Mon père, mon propre père. Ça faisait 20 ans que je me disais, mais putain, qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il m'aime pas? Je voulais lui parler, je voulais juste qu'il m'explique, je sais pas, essayer de recoller les morceaux. Et voilà, comme toujours on s'est engueulé, et on en est venu aux mains, et ça a mal tourné. Voilà. Et concrètement, monsieur Pardiès, comment ça s'est passé? Mais je suis allé chez lui, je l'ai attendu en bas de l'immeuble, je voulais juste lui parler pour comprendre toute cette haine qu'il avait pour moi. Il est arrivé en vélo et il m'a dit « Dégage, je veux pas te voir ». Il dit qu'il n'a pas supporté et qu'il l'a attrapé par le callback, que le père du haut de ses 77 ans l'a repoussé, que ça l'a rendu fou et qu'il a commencé à le frapper. J'ai enchaîné, je me contrôlais plus. Je lui ai filé des coups de pied, des coups de poing, des coups de genoux. J'étais devenu fou.
Mais au départ, je voulais pas le tuer. Et le corps, où est-il? Ça, je vous le dirai pas. Je l'ai renvoyé au néant. Ce qui revient à rendre toute autopsie impossible. Impossible de vérifier son scénario du fiston devenu fou. Parce que tout de même, il y a quelque chose qui ne colle pas. Dans la flaque de sang, il y avait des morceaux de chair et des morceaux d'os et des morceaux de dents. Ça laisse penser qu'il y a eu plus qu'une bagarre. Mais sans cadavre, impossible de le prouver. Mis en examen pour meurtre, Frédéric Pardiès file en prison. Et en prison, sa santé mentale se dégrade très vite. Il est placé dans une unité de soins psychiatriques. Et un jour, il appelle sa sœur aînée, que les flics ont placée sur écoute. Le corps de papa, je l'ai jeté à la mer. Je l'ai mis sur un canoë, je l'ai lesté d'une ceinture de plomb. Et j'ai coulé le canoë. Ils le retrouveront jamais. Et effectivement, on ne le retrouvera jamais. On aura droit à un procès sans cadavre. Le procès de Frédéric Pardiès s'ouvre 3 ans après le crime. Et sur le banc des parties civiles, il n'y a que sa sœur. Et elle a prévenu. Vu ce qu'il a subi pendant son enfance, ce Frédéric, va pas falloir compter sur moi pour l'enfoncer. Et donc, l'avocat de la défense a les mains libres. Libre de faire passer la victime pour l'accuser. Le mort était un salaud, un flic ripou, un père qui battait femme et enfant. Et personne ne lève le petit doigt pour défendre Gérard. Et la suite coule de source. L'avocat général ne requiert que 20 ans de prison. Et les jurés ne condamnent Frédéric Pardiès qu'à 12 ans de réclusion criminelle. Vous qui m'écoutez, vous qui jurez que vous ne tueriez jamais personne, vous seriez capable d'un tel crime? Tuer un salaud, vous en seriez capable? Peut-être, hein? Peut-être. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'enquête sur le meurtre en 2017 à Lagarde dans le Var de Gérard Pardiès, un ancien policier de 77 ans, tué par son fils Frédéric, lequel a été condamné à 12 ans de prison seulement, son père ayant été son bourreau pendant toute son enfance et son adolescence. Histoire que je débriefe avec l'avocat de Frédéric Pardiès, maître Bertrand Pin, du barreau de Toulon. C'est pas pour vous enlever quelque mérite que ce soit, mais est-ce que vous aviez déjà eu dans votre carrière quelqu'un d'aussi facile à défendre? Alors, un dossier facile, après, à l'issue du verdict, on peut se dire que c'est un dossier facile. C'est un dossier, selon moi, très complexe, parce que vous avez au départ quelqu'un qui est mis en examen pour assassinat, qui va bénéficier à la suite et à la fin de l'instruction d'une requalification d'homicide volontaire, et la difficulté étant que, n'ayant pas eu de cadavre, tout repose sur ce qu'a pu dire Frédéric Pardiès. Et l'accusation, au moment du procès, met en doute les propos de Frédéric Pardiès. Donc il a fallu que Frédéric Pardiès, tout au long de l'instruction, mais également de son procès, arrive à prouver que ce qu'il disait était la vérité. C'était pas acquis. Et je pense que la personnalité de Frédéric Pardiès, qui passait pour quelqu'un de spontané, de pas calculateur, l'a beaucoup aidé parce que ça a permis d'expliquer qu'il n'avait pas pu mettre au point un stratagème et que ce qu'il disait était vraisemblablement la vérité. Donc, dossier facile, oui, parce que vous avez une victime qui passe pour quelqu'un comme étant une mauvaise personne, et vous avez un accusé qui est décrit par tout le monde comme quelqu'un d'assez sympathique. Donc, de ce point de vue-là, ça peut paraître facile. Après, d'un autre côté, il fallait le défendre, cet homme qui tue son père. Un parricide, c'est toujours particulier. Votre seul handicap, au fond, et le sien d'ailleurs, c'est l'absence de corps et l'inconnu sur la nature et sur la violence des coups portés.
Exactement. Le fait qu'il n'y ait pas de corps, ça empêche bien évidemment l'autopsie et vu ce qui a été trouvé au sol et notamment des morceaux de chair humaine, on peut imaginer au début de cette affaire, c'est ce que fait ce que font les policiers, ce que fait la juge d'instruction, on imagine qu'il y a pu y avoir une arme et que du fait de cette arme, il y aurait eu préméditation de la part de Frédéric Pardiès. Ce qui va se passer en revanche, c'est qu'au moment de la reconstitution, nous sommes en plein jour et on se rend compte qu'au sol, il y a des morceaux de grillage qui peuvent servir d'objets qu'on appelle contendants. Et vous avez le médecin légiste qui est présent lors des opérations de reconstitution, à qui je vais poser cette question et qui aura cette réponse, effectivement, en frappant le corps sur le sol alors qu'il y a, et nous sommes dans le noir, hein, nous sommes en pleine nuit, donc Frédéric Pardiès ne peut pas savoir qu'il y a du grillage au sol, ça peut entraîner des violences et des morceaux de chair qui sont arrachés. Donc à ce moment-là, le fait qu'il n'y ait pas d'armes, ça enlève bien évidemment de la gravité aux faits qui sont reprochés à Frédéric Pardiès, parce que la préméditation va tomber, parce que on en déduit à la fin de l'instruction qu'il est venu sans armes, et sans armes, on peut imaginer que il ne venait pas pour tuer son père ce soir-là. On peut penser que s'il se débarrasse du corps en mer, c'est pour donc cacher la violence des coups. C'est une hypothèse qui reste ouverte au début du procès. Exactement, c'est une hypothèse qui est véritablement, d'ailleurs, on a un juge d'instruction dans cette affaire qui a fait énormément d'investigations puisqu'elle a ordonné des opérations de reconstitution en demandant à des gendarmes d'aller avec un canoë puis un second, parce que Frédéric Pardiès, qui était d'ailleurs un grand sportif, qui faisait beaucoup de canoë, qui avait un kayak d'ailleurs qu'on a retrouvé, indique qu'il a mis son père sur un kayak, qu'il l'a tracté avec le sien, qu'il a été en mer au moins 3 ou 4 kilomètres, et qu'il est revenu. Donc on a tout calculé à l'endroit où Frédéric Pardiès, soi-disant, était revenu sur la plage, et ça pouvait se vérifier. Alors d'un côté, on peut se dire en mer on retrouve pas le corps, mais en même temps, son père, visiblement, son souhait était que les cendres soient dispersées en mer, et c'est d'ailleurs ce qu'il a dit à sa sœur: j'ai fait ce que papa souhaitait, c'est-à-dire que son corps est dans la mer et on ne le retrouvera jamais. Après, on peut imaginer que c'est effectivement pour qu'on ne le retrouve pas, mais la logique de Frédéric Pardiès, elle se tient vraiment, hein. L'instruction Maître Pin a démontré qu'il n'était pas évident de couler un corps dans un canoë et que très probablement le canoë serait remonté en surface. Ça, c'est quelque chose auquel vous avez dû faire face dans sa défense. Effectivement, vous avez dans les explications de Frédéric Pardiès quelques points qui peuvent poser, et d'ailleurs le juge d'instruction s'est étonné, le procureur de la République également, des points qui posaient problème, et notamment celui-ci, puisqu'il indiquait: j'ai enlevé les bouchons du canoë, j'ai coulé le canoë, maintenant nous sommes en pleine nuit, et il me semble que le canoë a coulé. Et la juge d'instruction a procédé à 3 vérifications de 3 canoës de types différents. Il y en avait un qui ne coulait pas du tout, il y en avait 2 qui étaient immergés. Une des difficultés, c'est qu'on ne savait pas exactement quel était le canoë qui avait été utilisé par Frédéric Pardiès. Mais ce que j'ai pu expliquer, c'est que même si on n'a jamais retrouvé ce canoë, au moment où Frédéric Pardiès fait ses révélations lorsqu'il est hospitalisé en psychiatrie et lorsque les enquêteurs sur commission rogatoire vont investiguer pour tenter de retrouver le kayak, il s'est passé plusieurs semaines. Donc bien évidemment, avec les différents courants, le corps bien évidemment a coulé, mais surtout le canoë a pu se retrouver à des dizaines de kilomètres. Et on ne pouvait tirer aucune conséquence du fait qu'on n'ait pas retrouvé ce kayak sur une des plages avoisinantes. Alors, ce qui est saisissant dans le procès de Frédéric Pardiès, c'est l'absence de partie civile sur le banc. Son frère Philippe ne s'est même pas constitué partie civile. Et sa sœur, sa propre sœur, dit qu'elle ne veut pas l'enfoncer. C'est très, très, très rare, ça. Vous avez rarement des bancs de partie civile vides, notamment encore plus dans des histoires familiales. Mais ce qui peut se comprendre, c'est que les 3 enfants Pardiès ont des liens très forts. Pourquoi ? Parce que lorsque le père est incarcéré 30 ans auparavant ou 35 ans auparavant, c'est la fille, qui est l'enfant aîné de cette famille, qui va s'occuper, qui va jouer le rôle de maman auprès des 2 frères. Cette jeune fille qui était déjà battue par son père, les 2 garçons le seront également, donc ils sont très très soudés.
avec aujourd'hui, lorsque on se rend compte des conséquences pour ces 3 enfants, c'est terrible parce que l'éducation donnée, les brimades reçues par ces enfants, vous en avez un qui se retrouve en psychiatrie, vous en avez une qui a tenu la famille à bout de bras et puis qui à un moment subit un burn-out, et puis vous avez mon client qui est en prison. Voilà Et le qui lui gâchis de cette d'ailleurs famille. aussi en prison, finit à l'unité psychiatrique de la prison, ce qui prouve que tout le monde était en vrac dans cette famille. Complètement. Vous avez une enfance chaotique subie par Frédéric Pardiès et par ses frères et sœurs. Il tente d'ailleurs, il a expliqué que s'il se retrouve là ce 31 décembre, ce n'est pas un hasard. Il s'y rend une semaine auparavant, le 24 décembre, parce que, comme vous l'avez dit, il tente de comprendre pourquoi son père lui a toujours tourné le dos et ne lui parle plus. Il a un peu d'espoir parce que il y a quelques semaines en arrière, sa sœur a renoué contact avec son père et il se dit elle y est parvenue, pourquoi je n'y arriverai pas? Et il y va le 24 décembre. Les dates sont quand Donc même une bien choisies. semaine Le 24 avant, décembre, il c'est Noël. tente un premier contact. Il tente un premier contact, ce sera d'ailleurs vérifié par rapport à son téléphone portable qui sera borné, parce que ça aussi, il n'y a que lui qui peut le dire. Gérard Pardiès n'est plus là pour le confirmer ou l'infirmer. Il indiquera qu'il tape à la porte, parce il a appris quelque temps auparavant par sa sœur où habitait son père. Il s'y rend, il tape à la porte et le père lui répond mais ne Ne veut daigne pas pas ouvrir ouvrir. la porte. Ouais. Exactement. Et il y retourne une semaine plus tard en achetant quelques victuailles le 31 décembre parce qu'il se dit je peux peut-être voilà, c'est peut-être l'occasion de boire un coup avec mon père pour mettre les choses à plat. Et d'ailleurs, un des éléments qui, selon moi, permettait d'écarter toute préméditation, c'est que Frédéric Pardiès se gare dans une rue qui est très passante. Si on veut véritablement tenir un guet-apens, on ne s'y prend pas de cette façon-là. Et lorsqu'il arrive, son père, qui arrive en vélo, lui fait comprendre qu'il ne veut pas parler. Il y a un geste qui le repousse complètement, et ça fait complètement disjoncter Frédéric Pardiès, qui, voilà, c'est un trop-plein, et une pluie de coups, ça va sur le père. Après, le père était quelqu'un qui était quand même aussi costaud, donc on pense qu'il y a 77 une ans en lutte. même temps. 77 ans, mais quelqu'un qui s'entretenait visiblement. Mais on va pas se mentir, Frédéric Pardiès n'a pas été blessé, mais et ça a été malheureusement un déchaînement de violence où toutes ces carences éducatives sont ressorties à ce moment-là. C'est étonnant quand même, ce fils qui déteste son père et qui tente néanmoins à 2 reprises de renouer avec lui. D'après vous, là on est dans la psychologie un peu improvisée, mais pourquoi est-ce qu'il veut absolument renouer avec son père? Je pense que Frédéric Pardiès a eu l'espoir de renouer avec son père parce que celui-ci a été décrit par sa sœur, qui le revoit depuis quelques semaines ou quelques mois, comme un père ayant changé, comme un grand-père qui voit les petits-enfants. Et Frédéric Pardiès voit son père d'une façon qu'il n'a jamais vue. Et il se dit, il a pu changer, il va comprendre. Voilà, chacun va mettre un peu d'eau dans son vin et on va pouvoir se revoir. Et malheureusement, Gérard Pardiès ne l'a pas voulu, ce qui a entraîné des violences commises par Frédéric Pardiès. Mais c'est très difficile de comprendre, mais ça peut s'entendre. Le fait, si sa sœur ne renoue pas contact avec son père, malheureusement, Gérard Pardiès est toujours en vie et Frédéric Pardiès ne serait pas en prison. C'est cette rencontre entre la sœur et le papa qui lui donne de l'espoir. Quand vous plaidez, vous percevez que les jurés sont sensibles à vos arguments? Ça se voit, ça se sent dans leur regard. C'est un dossier qui dure 4 jours devant la cour d'assises du Var. Et pendant 4 jours, vous avez dans le box un homme qui est très solitaire, très spontané, qui ne fait pas de cinéma et qui est touchant. Parce qu'il va raconter quelle a été son enfance, expliquer que là où certains ont leur père le samedi qui les accompagne au parc ou au stade pour les voir jouer, bah lui, le dimanche, c'est lui qui rend visite à son père au parloir. Et À la prison. non seulement à la prison... La prison l'a traumatisé, j'ai envie de dire, plus que toute autre chose. C'est exactement ça, puisque vous avez Frédéric Pardiès qui expliquera que la famille habitait dans une résidence où beaucoup de policiers vivaient. Et malheureusement, l'incarcération du père, dans des conditions, je veux dire, on est sur des braquages importants, ce sont des affaires qui ont fait du bruit à l'époque, il est décrit comme le fils du ripou. Et dans cette résidence, vous avez non seulement la douleur de voir votre père en prison, mais vous avez aussi le regard des gens et le regard et l'attitude des jeunes de son âge qui lui font payer. Et
cette image-là, le fils du ripou. Donc, il va expliquer durant tout le procès dans quel état d'esprit il est, et puis raconter, vous avez quelqu'un qui est quasiment pas connu de la justice, Frédéric Pardiès, il est solitaire, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il aime la nature, il travaille comme il peut. À 18 ans, il explique qu'il a quitté le foyer et il part travailler en Allemagne, en Angleterre. Il fuit cette ambiance qui est affreuse. D'ailleurs, les 3 enfants quittent le domicile familial à 18 ans, quand le père est sorti de prison. Quand le père sort de prison, ses enfants qu'il n'a quasiment pas vus pendant plusieurs années, il s'en moque, il repart sur la Côte d'Azur faire ses affaires, et les enfants en souffrent encore. Donc on se retrouve dans la situation au procès où le méchant, c'est la victime. Moralement, ça pose un problème quand même, parce qu'il est mort. C'est très compliqué, parce que vous avez quelqu'un qui ne vient rien discuter. C'est-à-dire, je suis le responsable de la mort de mon père. Je l'ai immédiatement... alors, même si on peut... Il ne s'est pas dénoncé. Pendant 2 ou 3 jours. Il ne s'est pas dénoncé. Voilà, il ne s'est pas dénoncé, mais dès qu'il est en garde à vue et dès que les policiers lui montrent qu'ils ont des billes, il va expliquer ce qu'il en est et il va très rapidement tout dire. Donc, vous avez quelqu'un qui, froidement, explique que, malheureusement, il est responsable de la mort de son père. Donc, c'est le parricide. Le parricide, c'est un crime très particulier. Mais, en même temps, vous avez cette bienveillance des jurés et de la cour d'assises à son égard, parce qu'ils ont, au bout de 4 jours, même en l'absence de victimes, même en l'absence de partie civile sur ce banc, ont une image d'un homme, d'un sale type, il faut parler comme ça, Gérard Pardiès, le policier ripou, le sale type, le papa violent, et Frédéric Pardiès, l'enfant qui a subi cette enfance, cette adolescence de manière très chaotique et qui fait de la peine. On ne parle plus des circonstances atténuantes, mais la Cour en a trouvé forcément énormément à Frédéric Pardiès pour le condamner à cette peine de 12 ans de réclusion criminelle. Pour terminer, vous êtes d'accord avec moi que c'est le genre de crime auquel il est assez facile de s'identifier. J'imagine que ça a été le cas pour les jurés, c'est-à-dire qu'ils nous amènent dans une réflexion vertigineuse. Est-ce que si j'avais subi ça, je serais capable de le faire ? Je pense que chaque juré, d'ailleurs cette affaire était la première de la session, donc les jurés manquant d'expérience, mais c'est une affaire qui les a extrêmement marqués. Chacun peut s'imaginer avoir été victime ou avoir dans son entourage des personnes qui ont été victimes de quelqu'un avec la possibilité soit de se venger, soit de tenter d'obtenir un pardon ou des retrouvailles quelques années plus tard, et puis avec une nouvelle réaction de déception, une réaction totalement disproportionnée. Je pense qu'effectivement, ça fait partie des dossiers où les jurés ont été secoués. Merci Bertrand Pin, maître Bertrand Pin, avocat de Frédéric Pardiès, dans ce dossier passionnant. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.